Ensuite, donc, sur les questions de monsieur le député Brun. Alors, j'ai déjà parlé de la lecture, donc je n'y reviens pas. Je viens de parler de l'inclusion scolaire, donc je n'y reviens pas non plus. Sur la partie restructuration du ministère, je voudrais juste peut-être m'inscrire en faux par rapport à une tentation que je comprends, mais que je crois en réalité factuellement erronée. La tentation, c'est toujours de regarder le ministère de l'Éducation nationale comme une gigantesque machine bureaucratique, étouffante, administrative, etc. Un pachyderme préhistorique ou contemporain, ça m'est égal, mais en tout cas, quelque chose qui serait d'abord une machine bureaucratique. La réalité du ministère, c'est que la quasi-totalité des décisions d'abord est complètement déconcentrée. C'est-à-dire que vous avez l'administration centrale qui est une tête d'épingle et qui est une des plus petites de toutes les administrations, alors que c'est un ministère qui représente un fonctionnaire de l'État sur deux, quasiment, premier élément. Deuxième élément, qui est évidemment massivement constitué des équipes éducatives. Vous m'interrogez sur le nombre de personnels administratifs. Nous avons aujourd'hui moins de 29 000 personnels administratifs pour faire tourner l'éducation nationale. Si vous regardez les documents budgétaires, et notamment les rapports annuels de performance, vous verrez que nous avons dans le jargon technique dont ce genre de document raffole, un ratio gérant-géré, c'est-à-dire un ratio de nombre de personnes qui travaillent pour organiser la gestion des autres, donc en termes RH, de paye, etc., qui est 3 fois plus faible que toute la fonction publique. Et donc, moi, je ne suis pas d'avis que, j'allais dire, restructurer la fonction administrative serait rendre service à l'éducation nationale. J'ai plutôt tendance à penser qu'il faut mieux accompagner nos collègues, y compris par les fonctions RH de proximité qu'on a développées depuis 2018, ce qui fait d'ailleurs écho à ce que certains rappelaient tout à l'heure sur mes anciennes fonctions, puisque en l'occurrence, j'avais eu l'honneur de porter cette mesure plutôt que de les déconstruire. Madame Lepi-Kelouachi, vous avez évoqué, donc je vais revenir sur vos autres questions aussi, Madame Kelouachi, mais sur ce sujet de l'inclusion et de l'enjeu des moyens. Je crois qu'il faut qu'on ait, enfin, il va falloir qu'on poursuive la réflexion collective sur le sujet. Nous sommes entrés en matière d'inclusion scolaire avec un principe et une réalité. Le principe, c'est l'objectif de l'inclusion scolaire pour tous. Et ce principe, j'y crois infiniment. C'est-à-dire que la République garantit à tous ses enfants d'avoir un parcours scolaire, éventuellement adapté à ses besoins, mais d'avoir un parcours scolaire. Et il y a quand même des bonnes nouvelles. Entre autres, parmi les bonnes nouvelles, ça fait 2 ans qu'on a plus d'élèves handicapés en second degré que dans le premier degré. Et donc ça veut dire quand même que collectivement, chose qui n'existait pas il y a encore 10 ou 20 ans, on emmène nos élèves en situation de handicap, non seulement jusqu'au brevet, mais jusqu'au baccalauréat où mes demandes d'aménagement d'examen augmentent de 10% par an, et jusqu'aux études supérieures. En revanche, et là où il y a une vraie question, j'allais dire, de politique publique qu'il faut qu'on interroge collectivement, c'est là que je dis passer le principe, la réalité, c'est que nous sommes entrés depuis maintenant plusieurs années dans l'inclusion scolaire par la compensation. Non pas par l'accessibilité, mais par la compensation. Et la compensation est en fait devenue le droit commun de l'inclusion scolaire. Autrement dit, et c'est pas ni nous l'école, ni vous Parlement, ni voilà, c'est un mouvement social et on le voit bien dans l'attente des parents. L'aide humaine est devenue la clé d'entrée de la prise en charge du handicap au sein de l'éducation nationale. Or normalement, l'ordre normal des facteurs, c'est d'abord l'accessibilité, c'est le travail autour de l'adaptation pédagogique, et puis lorsque le besoin d'accompagnement vers l'autonomie de l'enfant le justifie, la question de l'aide humaine. Aujourd'hui, on a une forme d'inversion, j'allais dire, psychologique des facteurs qui fait qu'on rentre par l'aide humaine. Et on a, comme vous le savez, un taux de progression extrêmement important d'élèves, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui sont en situation de handicap avec aide humaine, c'est plus 10% par an. Et donc, très concrètement, nous sommes en train de courir aujourd'hui après un mouvement dont le dynamisme est tel que, y compris en termes de vivier de ressources humaines, nous avons les plus grandes difficultés à le suivre, en tout cas en temps réel. C'est comme ça qu'on avait 50 000 enfants, effectivement, dont l'accompagnement par un AESH n'était pas sûr à la rentrée. Ils étaient bien à l'école, ils étaient bien pris en charge dans un cadre collectif et avec des adaptations, mais ils n'avaient pas leur AESH. C'est tombé à 42 000 juste avant les vacances qui viennent de se dérouler, sur les vacances de Toussaint. Ça va évidemment se poursuivre au cours des prochaines semaines. Et malheureusement, c'est un phénomène assez classique, c'est-à-dire qu'il y a un pic de la notification qui correspond à l'été qu'on essaye ensuite auquel on essaye de répondre dans les mois qui suivent. Mais je crois quand même qu'il faut que, collectivement, on poursuive ce travail. J'ai vu le CNCPH la semaine dernière pour essayer d'améliorer finalement le modèle de prise en charge et l'équilibre entre
accessibilité universelle et compensation pour ceux qui en ont besoin.